au moment où il n'y a pas d'eau et d'électricité, au moment où il n'y a pas un système de santé viable, il n'y a pas d'hôpitaux, en tout cas, les hôpitaux sont dans une médiocrité. Et Télé Congo vient faire une grande part de son journal sur cette rencontre, disant que c'est une rencontre politique en vue d'un dialogue national. Vous connaissez les partis politiques qui sont au Congo, qui sont représentés sur la place de Paris. Combien de partis politiques ont été présents? Aucun. Combien de mouvements sérieux qui travaillent sérieusement? Aucun. Nous, au CRC, pour vous dire, M. Perrin, nous avons une seule négociation à faire avec ce pouvoir médiocre et criminel. C'est son départ. On a toujours été clair. Si on doit discuter avec le pouvoir de Brazzaville demain, c'est discuter les conditions de sa reddition, c'est-à-dire les conditions de son départ du pouvoir. En dehors de ça, je ne vois pas de quelle discussion on peut avoir. Alors, monsieur Didier Boudi-Volo, certaines indiscrétions nous ont rapporté que c'était plutôt une rencontre entre les agents de renseignement et leurs patrons. C'est-à-dire, pour eux, ces Congolais qui ont rencontré Jean-Dominique Okemba ont toujours travaillé pour les renseignements du Congo, mais qui se faisaient passer pour des combattants. Et donc là, ça a dû être une rencontre, c'est-à-dire une séance de travail pour un compte rendu de tout ce qu'ils ont eu à faire, des renseignements qu'ils ont pu rapporter, probablement qu'ils étaient en train de faire le bilan. Mais vous savez, je suis diplômé de politique internationale. Et parmi les grands thèmes que nous étudions, il y a ce qu'on appelle la sécurité nationale, la paix et la sécurité internationale. En politique internationale, on étudie ce qu'on appelle l'espionnage, le contre-espionnage. Alors, je vais vous dire une chose. Monsieur Perrin, invitez ces gens et posez-leur la question. Lorsqu'on les voit ce jour-là avec monsieur Jean-Dominique Okemba, en termes d'espionnage, comme vous dites, ça suppose que les contacts ont été pris des années avant. Ils ne se sont pas appelés une semaine avant pour dire bon, je viens à Paris, on se voit. Non. Si réellement ils étaient en contradiction, si réellement, à les croire, vu les vidéos qu'ils faisaient, pour qu'une telle rencontre ait lieu, ça suppose que des contacts ont été noués des années avant. Donc, c'est des gens qui ont déjà travaillé ensemble. Et nous avons vu les vidéos où, lors de l'enterrement ou du lieu d'enterrement dans les discussions du feu Guy Parfait Kolela, parmi eux, il y a eu des gens qui se sont battus entre groupes. Il y a eu des groupes comme ça qui se sont battus et ces gens qui ont été avec Jean-Dominique Okemba se sont quand même retrouvés dans ces bisbilles autour de l'enterrement de Kolela, des causes de la mort, du jour de la mort, ainsi de suite. Donc, ça, on peut faire l'hypothèse que déjà à cette époque, ils sont en lien avec le système Sassou et surtout avec Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba ne peut pas débarquer comme ça et recevoir ces gens à l'ambassade. Alors, quel est leur statut réel par rapport au pouvoir et quel rôle ils jouent dans la diaspora? Alors, il est aujourd'hui important pour nous tous qui vivons dans toutes les diasporas congolaises dans le monde de savoir qui est qui fait quoi. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans des réunions politiques avec des gens qui vous font croire qu'ils sont là pour changer le Congo, pour que la dictature cesse, alors que dans le même temps, du jour au lendemain, on les voit changer de casquette. Et donc, et oui, l'hypothèse qu'ils soient membres de la sécurité du pouvoir de Sassou, ou que leur chef est venu pour les féliciter, pour les encourager, pour travailler avec eux. La seule erreur, une fois de plus, et ça montre aussi les limites intellectuelles et professionnelles de ces gens, c'est qu'ils se disent que ces images seront applaudies. Alors que ces images montrent que quand on les met dans le laboratoire de l'intelligence et de la politique internationale, on voit bien qu'ils sont en lien depuis très, très, très longtemps. La manière dont certains disent c'est mon papa, alors, il manquait de nous définir si c'est son père biologique, il peut régler ça avec sa mère, puisque je ne comprends pas cette familiarité, cette parentologie dont on nous parle. Et donc, l'hypothèse que ce soit des espions du pouvoir est à prendre au sérieux, puisque ce sont eux-mêmes qui le renvoient aux populations congolaises et à la diaspora. Bonjour ou bonsoir.
Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur l'actualité politique du Congo-Brazzaville avec en toile de fond la rencontre entre un sécurocrate de Denis Sassou Nguesso et quelques Congolais de Brazzaville vivant en France qui auraient demandé la grâce du pouvoir de Brazzaville. Nous reviendrons également sur la crise sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Monsieur Didier Moni Ivolo. Vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Le plaisir est partagé. C'est en tout cas pour le CRC et pour moi-même. C'est un plaisir de venir sur votre plateau et puis informer les Congolais, expliquer les choses aux Congolais pour que les populations congolaises, mais plus largement, la communauté internationale puisse comprendre ce qui se passe au Congo parce qu'il y a souvent des images qu'on voit sur la toile ou sur Télé Congo qui sont mal interprétées, qui sont mal comprises et c'est de notre devoir en tant que ce mouvement qui veut la renaissance de notre pays pour que notre pays reprenne sa place sur le plan international. Donc, c'est un devoir pour nous de replacer toujours les choses dans leur contexte, les expliquer pour que les Congolais ne soient pas mal informés et surtout, pour que les Congolais ne soient pas égarés. En tout cas, une fois de plus, merci à vous de nous inviter, nous, en tout cas, en tant que le CRC. Merci donc de votre disponibilité pour cette interview. Alors, Monsieur Moni Ivolo, formelle ou non, une rencontre entre un sécurocrate, je l'ai dit tout à l'heure, du dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et quelques Congolais vivant en France, a eu lieu à Paris. On pouvait donc suivre sur Télé Congo, je crois que vous l'avez aussi suivi, que ces derniers auraient demandé ou adressé une demande à Denis Sassou Nguesso pour inconduite notoire à l'égard de son régime. Que vous inspire cette démarche? Alors, vous savez, lorsque j'ai vu ces images sur Télé Congo, alors, surtout que tout de suite, nombreux sont des compatriotes de la diaspora qui ont partagé ces images, j'ai cru d'abord à une farce et à une blague. Et d'ailleurs, vous savez, d'habitude, je vous dis toujours, lorsque vous m'interrogez, que le premier sentiment, c'est le sentiment de colère, de tristesse, de révolte. Mais là, je vous assure que j'ai eu un fou rire. Ça m'a vraiment fait rire. Tellement que c'était inattendu, c'était assez brusque. Et puis, je me demandais, mais c'est tiré de quel chapeau ce sketch? Qui a écrit le sketch d'ailleurs? Et ça m'a fait penser aux scènes des grands comédiens de mon époque, comme les Ngadios ou les Mangobo ou les Ngadiadia. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez amusant parce que ces gens, on les connaît comme étant les combattants qui combattent qui, quoi, qui combattent, semble-t-il, pour la libération du Congo, pour la cause du Congo, qui n'ont pas cessé de faire des vidéos pour critiquer le pouvoir et donc qui étaient dans la même mouvance, on peut dire entre griffes, que le CRC, que les indignés 242, que tous ceux qui sont pour la libération du Congo, puisque le diagnostic est posé. Le Congo est malade, le Congo est en train de mourir, le Congo est en état de léthargie et la cause causante non causée de toute cette situation congolaise s'appelle Denis Sassou Nguesso, avec autour de lui des acolytes dont Jean-Dominique Okimba, amiral qui n'a jamais vu 600 mètres des côtes du Congo, hein, comme je l'ai souvent qualifié. Et donc, de voir ces images, je me suis posé la question de quel est le sketch que Jean-Dominique Okimba, que le pouvoir de Brazzaville est en train de vouloir écrire avec certains qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'amuseurs sur la place de Paris. Regardez les réactions sur les réseaux sociaux, regardez les réactions sur Facebook notamment, comment les Congolais, dans une large majorité, mais vraiment large majorité, qualifient cette rencontre d'amusement, de non-événement, de rien de spécial. Ce n'est même pas un événement politique, puisque dans le contenu, il n'y a rien de politique. Et puis, alors, vous dites que dans le contenu, il n'y a rien de politique, alors que très vite, sur les réseaux sociaux, cela a été interprété comme une consultation de la diaspora congolaise de Paris par le régime de Brazzaville en vue d'un dialogue. Je ne sais pas si c'est ce dialogue inclusif ou je ne sais quel dialogue.
Alors, Monsieur Perrin, je me permets de corriger Télé Congo parce que je suis inquiet, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, par rapport à la ligne éditorialiste de notre chaîne nationale. Déjà, comment voulez-vous, au moment où on reviendra là-dessus, il y a des gros problèmes sécuritaires au Congo. Il y a la famine au Congo. Le mois d'octobre, c'est le mois de la rentrée scolaire, la rentrée universitaire étant au mois de septembre, mais la grande rentrée scolaire au Congo, c'est le mois d'octobre. Comment les enfants congolais sont-ils allés à l'école? On nous parle de 12 000 francs par élève d'assurance scolaire. Comment des parents, dans une situation de crise, d'inflation galopante, comment peuvent-ils faire pour s'acquitter de leurs cotisations scolaires? Au moment où il n'y a pas d'eau et d'électricité, au moment où il n'y a pas un système de santé viable, il n'y a pas d'hôpitaux, en tout cas, les hôpitaux sont dans une médiocrité. Et Télé Congo vient faire une grande part de son journal sur cette rencontre, disant que c'est une rencontre politique en vue d'un dialogue national. Vous connaissez les partis politiques qui sont au Congo, qui sont représentés sur la place de Paris. Combien de partis politiques ont été présents? Aucun. Combien de mouvements sérieux qui travaillent sérieusement? Aucun. Nous, au CRC, pour vous dire, M. Perrin, nous avons une seule négociation à faire avec ce pouvoir médiocre et criminel. C'est son départ. On a toujours été clair. Si on doit discuter avec le pouvoir de Brazzaville demain, c'est discuter les conditions de sa reddition, c'est-à-dire les conditions de son départ du pouvoir. En dehors de ça, je ne vois pas de quelle discussion on peut avoir. Un exemple pour terminer. Il y a eu la concertation de Wando. Le CRC a donné sa position. Aujourd'hui, quand on voit le résultat de l'élection législative et l'élection locale qui ont eu lieu en juillet 2022, n'est-ce pas qu'on donne raison à 1000% à la position du CRC? Et déjà, à l'époque, nous disions, la seule discussion, c'est comment Denis Sassou Nguesso et les siens doivent partir du Congo, doivent partir du pouvoir, parce que les Congolais ont besoin de voir autre chose que ce cinéma que ces sketchs dignes d'un Gadios, dignes d'un Mangobo ou d'un Abulangando, si les gens se rappellent encore un de ces humoristes qui nous faisaient rire, quoi. Alors, monsieur Didier Willy Volo, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la représentativité, évidemment, de ces personnes qui avaient été rencontrées par Jean-Dominique Okemba? Et dans le même temps, je voulais rappeler qu'il y a la Fédération d'opposition congolaise qui a adressé une lettre ouverte à Denis Sassou Nguesso, une sorte de plaidoyer, j'allais dire, contre le règne, son partage de Denis Sassou Nguesso, et à la fin, cette fédération appelle d'ailleurs à un dialogue inclusif pour régler les crises, trouver des solutions aux différentes crises qui minent le Congo-Brazzaville. Mais seulement, voilà, Jean-Dominique Okemba a préféré finalement filer vers Paris pour aller rencontrer ces éléments qu'on appelle aujourd'hui, ou qu'on a voulu présenter comme étant l'opposition congolaise. À quoi peut donc rimer une telle fuite en avant? Mais vous savez, je crois que c'est sur votre chaîne, je disais déjà que le pouvoir de Brazzaville, c'est un pouvoir des paradoxes. Puisque vous dites qu'il y a ce courrier envoyé au président de la République pour essayer de trouver les solutions aux maux qui minent le Congo. Alors, je rappelle quand même qu'en politique, on a coutume de dire qu'on ne trouve pas de solutions avec ceux qui ont déclenché les problèmes. Donc, si Sassou Nguesso est la cause causante, non causée des malheurs du Congo, vous ne trouverez... Mais attendez, ça fait des années que le CRC souligne cet élément. Vous ne trouverez jamais de solution avec Denis Sassou Nguesso, puisque depuis 1997, nous sommes comme dans l'allégorie de Sisyphe. Vous savez, ce qu'on nous a appris en philosophie, le mythe de Sisyphe. Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque, condamné par les dieux pour les avoir offensés, a roulé une pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Mais à chaque fois que Sisyphe arrivait au sommet, la pierre tombait sur une autre face. Et donc, il devait recommencer des choses à zéro. Et avec Denis Sassou Nguesso, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de l'éternel recommencement, puisque l'erreur de Congolais, et c'est ce que nous ne faisons pas au CRC, l'erreur de Congolais, regardez-les, M. Perrin, ils veulent tous trouver des solutions aux problèmes du Congo avec Denis Sassou Nguesso. Mais c'est qui la cause de ces problèmes? C'est comme si un médecin rendant un patient toujours malade, on lui demande de le guérir. Mais on est là dans une forme de ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen. Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste de la psychiatrie ou de la psychologie clinique, mais quand on parle du syndrome de Munchausen, c'est-à-dire que la personne qui vous rend malade fait semblant encore de vous guérir.
Et Denis Sassou Nguesso, avec tous ces gens, sont dans une relation du syndrome. On parle du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les gens qui admirent leur propre bourreau, mais vous avez aussi le syndrome de Munchausen inversé, c'est-à-dire le type qui est en train de vous rendre malade, vous fait croire encore qu'il va vous soigner. Donc ça c'est pas possible. Alors quand vous dites le voyage de ce monsieur qu'on appelle amiral, et que je rappelle encore aux gens, regardez les faits d'armes de monsieur Jean-Dominique Okemba, on le connaît plus en tant que grand danseur de Bokoko que grand amiral pouvant défendre les frontières de la République, puisque sur toutes nos frontières, c'est la catastrophe, nous y reviendrons. Monsieur Jean-Dominique Okemba n'a jamais pris un vaisseau pour aller même seulement à 200, 300, 400 mètres des côtes congolaises. Je ne sais pas ce qui s'y passe. C'est peut-être un des rares marins au monde qui n'a jamais mis les pieds dans un bâtiment de la marine pour surveiller les côtes de son pays. Mais bref. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il vient encore faire une diversion. C'est-à-dire que si on se focalise sur ce courrier, même si au CRC, on pense que c'est une méthode qui ne marchera pas, les gens vont se focaliser sur l'événement à Paris. C'est la place de Paris, la diaspora parisienne, qui est la diaspora peut-être la plus influente sur la politique congolaise. À chaque fois que le CRC parle, on sait très bien qu'il y a des remous au niveau du pouvoir. Donc, venir faire ce voyage et rencontrer ces personnes, c'est créer cette diversion. Mais la diversion a été réfléchie bien avant. Vous vous rappelez du camouflet de Denis Sassou Nguesso à Londres, aux obsèques de la reine Elisabeth II, paix à son âme. Ça a été un camouflet total. Et donc, tout ça, ce n'est pas fini. Le traitement de tout ce camouflet n'est pas fini. Et donc, il faut créer une diversion. Mais c'est pour ça que je vous parle des sketchs. Je vous parle on est dans la scénarisation de la vie politique au Congo. Et donc, ça relève plus d'un Ngadios. Pour moi, il y a un Ngadios qui est venu de Brazzaville pour peut-être rencontrer des autres Ngadios sur la place de Paris et proposer une scène qui n'a aucun fond, qui n'a aucun fondement politique au regard des enjeux dans notre pays. Ce monsieur Jean-Dominique Okemba est le secrétaire général chargé à la sécurité nationale. C'est-à-dire que c'est lui qui est censé penser et proposer des solutions pour la sécurité nationale. Mais regardez ce qu'il fait au quotidien. Il danse, il fait les fêtes, et quand il vient ici, c'est pour boire le champagne avec des groupuscules des Congolais qui se font passer pour des combattants. Alors, ils combattent quoi? Peut-être leur propre famine, puisque au final, qu'est-ce que les gens ont retenu? Semble-t-il que c'est des sommes d'argent qu'ils se sont partagées. Mais sur le plan de la pensée politique, c'est-à-dire regarder toute la production du CRC, que ce soit sur l'économie, sur les finances, les banques, la diplomatie, l'éducation nationale, la santé, la paix, la construction sociale, la construction du contrat social et républicain, l'état de droit. Dans tous les secteurs de la vie sociale, de la vie économique, le CRC propose une pensée pensante, bien pensée, pour que demain, quand Sassou va partir, les Congolais ne se retrouveront pas en difficulté. Or là, on vous prend des gens qui n'ont aucune pensée politique et on essaie de faire croire que ce sont eux qui vont réfléchir avec le pouvoir médiocre au Congo pour sauver le Congo. Mais vous savez, la somme de la médiocrité ne donnera jamais une intelligence. Ça sera toujours de la médiocrité. Monsieur Didier Mouni-Volo, vous avez parlé du programme. C'est ce que j'ai semblé comprendre. C'est un programme de société, apparemment, du CRC. Où est-ce qu'on peut le trouver? Vous avez un site Internet, c'est cela? Les gens peuvent venir lire Ah oui, les gens peuvent aller sur Internet, lire le site du CRC. Mais de toute façon, juste pour terminer, M. Perrin, les gens peuvent regarder Télé TV. Regardez la qualité des interventions des membres du CRC sur Télé TV, qu'il s'agisse du pétrole et des mines, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, peu importe le secteur, lorsque vous avez des gens, des membres du CRC sur votre chaîne, ce sont toujours des interventions scientifiques de qualité du niveau gouvernemental. Ce n'est pas du bricolage. Or, qu'est-ce qu'on nous a servi avec cette rencontre? Mais quand on est sérieux, mais c'est pour ça que je vous ai dit, ça m'a fait rire quand j'ai regardé ça. Et regardez comment Télé Congo présente la chose. Télé Congo commence par dire que ces gens-là, ces combattants, c'était eux-mêmes égarés, donc ils sont eux-mêmes la cause de l'embrouille avec le pouvoir, et que maintenant qu'ils ont compris, ils viennent s'agenouiller, ils viennent s'excuser pour essayer de rentrer dans le droit chemin. Donc,
le gouvernement congolais devient le modèle par excellence pour ces gens-là, pour cette diaspora. Le gouvernement congolais, or, on oublie que le même Jean-Dominique Okemba, mais ils ont oublié qu'il a dit très exactement, les vidéos existent. Nous avons bombardé le pôle, le ciel n'est pas tombé. Jean-Dominique Okemba est quand même le neveu du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et chef de son clan. C'est-à-dire, c'est lui qui dicte les ordres dans le clan de Sassou Nguesso. Donc, s'il y a eu des disparus du beach causés par le régime, on peut supposer qu'il est dedans. Et d'ailleurs, il a reconnu qu'ils ont détruit le pôle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et donc, ces gens-là viennent encore s'asseoir avec lui et veulent faire croire aux Congolais que ce monsieur est un sérieux et qu'on peut construire l'avenir du Congo avec lui. Je vous le dis et je vous le répète, ça me fait rire. Évidemment, vous l'abordez, puisque tout le monde le sait ou presque, Jean-Dominique Okemba est parmi ceux qui ont supervisé les massacres, bien sûr, de Beach, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le génocide de Bout, de toute façon, ils s'en vantent d'ailleurs pour avoir tué, brûlé, et le ciel n'est pas tombé. Alors, comment expliquer donc, après de tels aveux, que Jean-Dominique Okemba a eu à faire en public en plus, qu'il circule tranquillement jusqu'en France sans s'inquiéter de quoi que ce soit, mais pire que des Congolais prétendument ou supposés être des combattants ou des opposants politiques, ça coquine encore avec une personne dont l'implication dans les crimes contre l'humanité n'est plus à démontrer. Alors, je peux vous donner 3 ou 4 éléments pour comprendre ce comportement. Je vous ai parlé du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire les victimes admirant leur propre bourreau et souhaitant se mettre encore sous la protection divine de leur bourreau. Premier élément. Deuxième élément, je vous ai dit, cette relation Munchausen, c'est-à-dire que celui qui vous rend malade fait semblant de vous soigner et on est content. Parce que le malade est très content de voir que j'ai à côté de moi l'infirmière, l'infirmier, le médecin qui essaie de me soigner, oubliant que c'est lui qui le rend malade. Et la troisième chose, c'est peut-être la politique du ventre. Et donc, la recherche de la vie facile, la recherche d'une hypothétique meilleure vie au Congo, que Sassou fait souvent miroiter aux gens, évidemment, le pouvoir de Sassou est tout ce qui reste à certains Congolais de la diaspora quand ils ont échoué dans des pays où ils sont installés. Et donc, voilà, un grand panafricaniste, Sékou Touré, disait « Je préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage », mais tout le monde n'est pas panafricaniste. Tout le monde ne peut pas défendre la conscience et les valeurs, les vertus de l'âme. Il y a des gens qui préfèrent donc vendre leur âme au diable. Mais moi, j'ai vu les images. Il y a des gens, je n'ai pas envie de citer leur nom, mais il y a des gens où j'ai vu des vidéos dans lesquelles ils disaient combien Dieu les avait protégés pour les sortir du Congo alors que le pouvoir voulait les tuer. Que Dieu avait protégé leurs femmes et leurs enfants pour les sortir du Congo. Et tous les jours, c'est des gens qui faisaient des vidéos contre le pouvoir. De les retrouver encore comme ça, sabler le champagne avec le démon, évidemment, ça jette quand même, ça vous pousse à avoir des éléments d'analyse qui dépassent seulement le cadre social. Il faut même aller au niveau de la psychologie de ces gens-là, c'est-à-dire quel est leur état d'être psychologique pour ne pas même ressentir la honte de dire mais les images vont sortir, qu'est-ce que les gens vont penser? Et donc, je vous ai déjà dit, la situation du Congo mérite beaucoup plus d'analyse psychiatrique ou de psychologie clinique. Et c'est pour ça que je vous parle de ces syndromes de Stockholm et le syndrome de Munchausen inversé. Alors, monsieur Didier Bouni-Volo, certaines indiscrétions nous ont rapporté que c'était plutôt une rencontre entre les agents de renseignement et leurs patrons. C'est-à-dire, pour eux, ces Congolais qui ont rencontré Jean-Dominique Okemba ont toujours travaillé pour les renseignements du Congo, mais qui se faisaient passer pour des combattants. Et donc là, ça a dû être une rencontre, c'est-à-dire une séance de travail pour un compte rendu de tout ce qu'ils ont eu à faire, des renseignements qu'ils ont pu rapporter, probablement qu'ils étaient en train de faire le bilan. Mais vous savez, je suis diplômé de politique internationale. Et parmi les grands thèmes que nous étudions, il y a ce qu'on appelle la sécurité nationale, la paix et la sécurité internationale. En politique internationale, on étudie ce qu'on appelle l'espionnage, le contre-espionnage. Alors, je vais vous dire une chose. Monsieur Perrin, invitez ces gens et posez-leur la question. Lorsqu'on les voit ce jour-là avec monsieur Jean-Dominique Okemba, en termes d'espionnage, comme vous dites,
ça suppose que les contacts ont été pris des années avant. Ils ne se sont pas appelés une semaine avant pour dire bon, je viens à Paris, on se voit. Non. Si réellement ils étaient en contradiction, si réellement, à les croire, vu les vidéos qu'ils faisaient, pour qu'une telle rencontre ait lieu, ça suppose que des contacts ont été noués des années avant. Donc, c'est des gens qui ont déjà travaillé ensemble. Et nous avons vu les vidéos où, lors de l'enterrement ou du lieu d'enterrement dans les discussions du feu Guy Parfait Kolela, parmi eux, il y a eu des gens qui se sont battus entre groupes. Hein, il y a eu des groupes comme ça qui se sont battus et ces gens qui ont été avec Jean-Dominique Okemba se sont quand même retrouvés dans ces bisbilles autour de l'enterrement de Kolela, des causes de la mort, du jour de la mort, ainsi de suite. Donc, ça, on peut faire l'hypothèse que déjà à cette époque, ils sont en lien avec le système Sassou et surtout avec Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba ne peut pas débarquer comme ça et recevoir ces gens à l'ambassade. Alors, quel est leur statut réel par rapport au pouvoir et quel rôle ils jouent dans la diaspora? Alors, il est aujourd'hui important pour nous tous qui vivons dans toutes les diasporas congolaises dans le monde de savoir qui est qui fait quoi. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans des réunions politiques avec des gens qui vous font croire qu'ils sont là pour changer le Congo, pour que la dictature cesse, alors que dans le même temps, du jour au lendemain, on les voit changer de casquette. Et donc, et oui, l'hypothèse qu'ils soient membres de la sécurité du pouvoir de Sassou, ou que leur chef est venu pour les féliciter, pour les encourager, pour travailler avec eux, la seule erreur, une fois de plus, et ça montre aussi les limites intellectuelles et professionnelles de ces gens, c'est qu'ils se disent que ces images seront applaudies, alors que ces images montrent que quand on les met dans le laboratoire de l'intelligence et de la politique internationale, on voit bien qu'ils sont en lien depuis très, très, très longtemps. La manière dont certains disent « c'est mon papa », alors, il manquait de nous définir si c'est son père biologique, il peut régler ça avec sa mère, puisque je ne comprends pas cette familiarité, cette parentologie dont on nous parle. Et donc, l'hypothèse que ce soit des espions du pouvoir est à prendre au sérieux, puisque ce sont eux-mêmes qui le renvoient aux populations congolaises et à la diaspora. Alors évidemment, mais du côté des concernés, c'est-à-dire de ces Congolais qui ont rencontré le sécurocrate de Denis Sassou Nguesso, l'argument de défense consiste à dire que c'est une démarche pour la réconciliation des Congolais et qu'il faut désormais privilégier l'intérêt supérieur du Congo. Pour cela, ils n'ont pas de choix. N'est-ce pas qu'ils ont aussi la liberté de leur choix, non? Alors, première chose, tout Congolais a le droit de s'exprimer sur la situation de son pays. En tant que citoyen, c'est un droit absolu, inviolable, que nous respectons au CRC. Mais c'est une autre chose, M. Perrin, que de dire que nous allons contribuer à un travail de construction politique du Congo. Ça suppose qu'il faut d'abord avoir une pensée politique. Ils n'en ont pas. Sinon, dites-moi dans quelle vidéo vous avez vu ce groupe définir une vision du Congo. Je vous le répète encore, moi je suis prêt à participer à des débats sur votre chaîne avec des gens pour que je puisse expliquer la démarche CRC. Et je vous dis, je les renvoie à toutes les vidéos du CRC par l'intermédiaire de votre chaîne TLR TV. Nous sommes toujours dans une construction scientifique des choses. Or, moi quand j'entends ces gens parler, mais il n'y a pas que eux, même le gouvernement. Le gouvernement raconte des anecdotes, des contes et des légendes, mais dans le concret, on ne voit pas la véracité des choses. Si on veut vraiment réaliser l'unité nationale, si on veut construire la nation congolaise, il faut d'abord qu'on s'occupe des Congolais qui sont au Congo. L'unité nationale, la construction de la conscience nationale, ça commence par l'école. Ça ne commence pas par une petite réunion entre Ngadios à l'ambassade du Congo à Paris. Ça commence par la construction d'un système scolaire viable où l'État va éduquer ses futurs citoyens. Le reste, c'est du bricolage intellectuel. Et moi, je n'ai pas vu dans le discours que fait Jean-Dominique Okemba à la fin ou dans les différentes prises de parole ce jour-là, je n'ai pas vu des éléments pouvant laisser croire qu'on va vers une construction nationale
vers la paix au Congo, je n'ai pas vu, sauf si on me donne ces éléments-là. Merci, monsieur Didier Mouini-Voulou. On va passer donc à la page internationale, sinon en Afrique. Là, on va parler de la crise, j'allais dire, sécuritaire qui semble prendre des proportions inquiétantes entre les deux Congos voisins, donc la RDC et le Congo-Brazzaville. Je rappelais d'ailleurs d'entrée de jeu que le Congo-Brazzaville avait passé les accords de coopération avec le Rwanda, parmi lesquels d'ailleurs la vente de 12 000 hectares des terres arables du Congo au Rwanda et les accords de défense. Alors, vous savez également qui a la terre a le pouvoir. Or, le Rwanda est désormais nommé officiellement agresseur de la RDC et nous avons suivi d'ailleurs certains discours de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et on suspecterait également la présence des éléments rwandais en République du Congo. Quelle analyse portez-vous à cette situation? La question de la sécurité nationale, je crois que la dernière fois que je suis passé sur votre chaîne, j'ai beaucoup insisté sur ces questions-là, que les États, non seulement concourent à leur développement économique pour le bien-être de leur population, mais surtout, les États sont très soucieux de leur sécurité nationale. Et ce n'est pas pour rien, c'était l'objet de notre première discussion autour de M. Jean-Dominique Okemba, ce n'est pas pour rien que partout dans le monde, et encore plus dans les grandes puissances, le conseiller à la sécurité nationale est une personne à prendre au sérieux quand cette personne se déplace à travers le monde. Bon, dans notre cas, il faut dire aussi, il faut noter que cette personnalité ne s'affiche pas n'importe comment. Normalement, chez les autres, je vous ai pris l'exemple. C'est une personnalité très discrète. Je vous ai pris l'exemple des États-Unis pendant la crise du 11 septembre, où le président Bush se retrouve à plus de 1000 kilomètres de Washington et qui doit rapidement rentrer sur Washington parce que les événements sont d'ordre plutôt de guerre. À ce moment-là, ce n'est pas le gouvernement américain qui prenait des décisions, c'était Mme Condoleezza Rice en tant que conseillère à la sécurité nationale. Donc, à ce moment-là, elle prend même le dessus sur l'état-major et sur le ministère de la Défense. Et d'ailleurs, il y a eu des très belles images ou en tout cas des très bons reportages là-dessus où elle expliquait, les grands généraux expliquaient comment elle avait pris les choses en main pour que le président soit déplacé en toute sécurité depuis là où il se trouvait jusque dans les bunkers antinucléaires de Washington. Donc, ceci pour rappeler quand même que quand on parle de la sécurité nationale d'un État, ce n'est pas une blague. Lorsque Tshisekedi dit qu'à l'est de la RDC, donc à l'ouest plutôt de la RDC, la situation ressemble à l'est, lorsque un président parle comme ça, si ce pays a des moyens militaires, alors sachez-le, vous allez avoir des sérieux problèmes au niveau de vos frontières. Donc, ce n'est pas pour faire peur aux Congolais, mais au CRC, nous donnons des analyses pour que les gens comprennent et on fait aussi des propositions de solutions. Donc, cette présence rwandaise, évidemment, vous savez, le Rwanda, si vous regardez, est en train de faire de son armée une entreprise pour avoir de la puissance. On appelle ça le hard power. Donc, on appelle ça les faucons en politique internationale. Donc, vous avez soit la diplomatie, vous avez soit ce qu'on appelle le gros bâton, c'est-à-dire l'armée. Et l'armée rwandaise, semble-t-il, est devenue un modèle. Vous avez l'armée rwandaise au Mozambique. Le pouvoir mozambicain a fait appel à l'armée rwandaise. L'armée rwandaise va certainement intervenir au Bénin. Je crois qu'il y a des accords, en tout cas, qui se préparent avec le Bénin. L'armée rwandaise est déjà stationnée à Bangui. Et d'ailleurs, Tshisekedi, en tout cas la RDC, pointe le fait que les militaires rwandais positionnés le long de l'Ubangi. Or, l'Ubangi, c'est le cours d'eau qu'on a en commun avec la RDC, le Congo-Brazza et la Centrafrique. Et donc, la RDC, cette semaine, a saisi quand même les Nations Unies pour dire les militaires rwandais positionnés le long de l'Ubangi, donc juste en face de la RDC, sont plutôt les rebelles qu'on a fait venir de l'Est, des rebelles avec lesquels l'armée de la RDC est en train de se battre. Donc, il y a déjà le conflit. Et la RDC demande au Congo-Brazza de fermer ce site de Maluku où se trouveraient des pseudo-agriculteurs rwandais. La solution que nous proposons,
au Congo, c'est de débarquer ces gens. Si nous voulons faire de l'agriculture dans ces lieux, les Congolais ont des agriculteurs. Les paysans congolais n'ont pas attendu le Rwanda pour apprendre l'agriculture. Pourquoi on ne peut pas installer sur place des paysans congolais de Brazzaville? Puisque nous-mêmes, nous avons nos paysans à nous, et que si les Rwandais veulent faire de l'agriculture, ils peuvent le faire chez eux. Au Rwanda, vous avez des milliers de gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Qu'on ne vous trompe pas, le Rwanda ne donne pas à manger à toute sa population. Ça, c'est faux. Donc, la question est aussi simple, sauf si, aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville confirme ses velléités de déstabilisation des pays voisins et donc continuer à abriter sur ce lieu ces pseudo-agriculteurs qui sont plutôt vus. La question d'un État, notamment dans la gestion de ses frontières, ne peut pas se faire qu'avec le regard de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes obligé, M. Perrin, de tenir compte de la réaction du voisin. C'est aussi ça la politique internationale. Ça se définit de façon simple comme une politique entre les individus, les personnes, dépassant les frontières. Nous sommes au-delà des frontières. Donc, lorsque moi, Congo-Brazza, je me dis le long du fleuve, le long de l'Ubangi, j'ai envie de mettre ça, il faut aussi que de l'autre côté, les gens ne se sentent pas en danger ou en insécurité. La question de la sécurité est de deux ordres. Soit c'est une insécurité réelle, la question de l'insécurité, soit c'est une insécurité ressentie. Or, dans le cas de ce qui se passe entre le Congo-Brazza et la RDC, il y a des faits probants où on peut identifier une zone géographique avec une implantation humaine et matérielle et qui laisse penser aux voisins que cela me met en danger. Quoi de mieux que de dire on met en place une commission parlementaire mixte, c'est-à-dire les parlementaires de la RDC et les parlementaires du Congo mettent en place une commission supervisée par International Crisis Group, ou encore la commission politique de l'Union africaine, la commission des droits de l'homme de l'Union africaine, toutes les institutions qui collaborent sur le plan de la paix et de la sécurité internationale, de sorte qu'on aille faire des contrôles. On est allé faire les contrôles de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Pourquoi on ne ferait pas des contrôles à une petite unité à Brazzaville? Et ça leverait les doutes, ça permettrait aux deux pays d'améliorer leurs relations internationales, au niveau en tout cas du voisin proche, et les gens pourront vivre en paix. Or, au lieu de ça, que fait notre chargé de la sécurité nationale? Eh bien, il vient se balader à Paris, amuser la galerie autour des verres de champagne. Donc, vous voyez combien est médiocre ce pouvoir. Alors, on va terminer avec cette information révélée par un magazine, j'allais dire, français, qui parle de Washington et Paris qui seraient sur la piste congolaise de Wagner. Après la RCA, c'est un extrait de cet article, après la RCA, le Mali, les États-Unis et la France scrutent depuis juillet dernier l'activisme russe au Congo-Brazzaville, où l'hypothèse d'une implantation de la société paramilitaire Wagner sur le port de Pointe-Noire est prise très au sérieux. Qu'est-ce qui peut expliquer donc ce comportement, j'allais dire du gouvernement congolais, sinon il faut dire Denis Sassou Nguesso lui-même, qui désormais joue sur tous les tableaux. Et quelles pourraient en être les conséquences? Personne n'est censé oublier, en tout cas au Congo, que le président congolais est vieillissant. Certains le disent même malade. Et donc, on sait très bien, où on voit ce qui se passe, c'est que Denis Sassou Nguesso essaye de trouver les voies et moyens pour installer son fils Christel Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Or, ce fils bien-aimé est frappé du signe de délégitimité parce que, né d'une mère qui n'est pas congolaise de Brazzaville, alors que la Constitution dit il faut être né de père et de mère originaires du Congo-Brazza. Et donc, par quel moyen, par quel miracle, mon Dieu, le pauvre Denis Sassou Nguesso peut-il faire pour que son fils reste… Oui, en dehors de cet aspect, il faut aussi rappeler qu'il a trop de casseroles au niveau international. Il est un peu cité dans beaucoup les scandales de corruption, de détournement. Et donc, son image n'est pas assez propre aussi pour prétendre à
J'allais en venir, vous avez raison, M. Perrin, qu'en dehors des aspects biologiques liés à la parenté, il y a donc tous ces problèmes qu'il a sur le plan international, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Vous voyez, donc, avec toutes ces grandes puissances qui sont les alliés de tous les pays du monde en termes économiques, en termes financiers, en termes sécuritaires. Donc, là aussi, il est mal parti, mais en plus, il n'est pas aimé des Congolais. Hein. Les Congolais ne l'aiment pas et je pense, c'est une hypothèse, il n'est peut-être pas aussi apprécié au sein de sa propre famille biologique et politique. Parce que ce n'est pas anodin, M. Perrin. Vous remarquerez, comme moi, qu'il y a les sorties de Jean-Dominique Okemba. Hein, Jean-Dominique Okemba a même créé son propre mouvement politique. En tant que secrétaire général de la sécurité nationale, il ne peut pas faire de la politique, mais il a un mouvement politique qui doit porter son nom, si je ne me trompe pas. Et ces derniers temps, M. Perrin, vous avez aussi les sorties d'Edgar Nguesso. On entend de plus en plus parler de ce monsieur qu'on ne voyait pas. On le voit de plus en plus, on voit de plus en plus ces images. C'est les images qui copient un peu les images de Christian Denis Sassou Nguesso, soit en vacances, soit à l'église, soit son anniversaire et tout. Donc, il y a de la concurrence dans l'air. Il y a aussi le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Alors, le petit-fils aussi qui est dans les starting blocks, il est en plein échauffement. Et donc, le grand-père l'emmène un peu partout. On les a vus à Londres, hein, même si ça a été un camouflé, mais on les a vus à Londres. On les voit un peu partout. Ce sont eux qui signent des accords. Et d'ailleurs, la dernière image en date, c'est la copine de Christelle Denis Sassou Nguesso qui signe quand même des accords avec le gouvernement. Vous voyez, donc, ça dénote une famille qui est en voie de déroute. On voit bien qu'il n'y a pas de stratégie construite sur la succession du pouvoir. Donc, on essaye. Il y a les Rwandais, on en a parlé, les Rwandais. Hein, le Rwanda fait partie de la stratégie. Et aujourd'hui, puisque Wagner, vous avez deux conjonctions. D'un côté, Wagner qui veut vraiment embêter, pour être simple, embêter la France surtout en Afrique francophone. Et de l'autre, Denis Sassou Nguesso qui est à la recherche de solutions. Donc, Lavrov a été à Brazzaville, mais après lui, il y a eu des hommes d'affaires russes qui sont venus signer moult contrats avec Christelle Denis Sassou Nguesso. Si la France, en tout cas, si la presse française et américaine parle de la présence de Wagner au port de Pointe-Noire, la cause, c'est déjà embêter la France dans son précaré. Mais c'est aussi pour Sassou de dire à la France, si vous me lâchez, j'ai Wagner pour me protéger. Et Pointe-Noire, c'est quoi? C'est aussi le pétrole. Et donc, quand on sait qu'il y a eu des explosions sur Nord Stream, hein, le gazoduc, quand on voit tout ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie et le monde occidental, évidemment, peut-être bêtement, Denis Sassou Nguesso veut lancer le Congo dans une situation que nous n'allons pas maîtriser. Nous le savons tous, nous n'avons aucun moyen de contrôler ce qui va se passer au large de Pointe-Noire, là où il y a la production pétrolière et gazière. Première chose, là où il y a aussi les ressources en poisson, toutes les ressources océaniques dont regorge notre pays et qui les contrôle? Personne. Au Congo, personne ne les contrôle. Il faut qu'à un moment donné que ça s'arrête. Et nous, au CRC, on demande au peuple congolais de prendre sa responsabilité, de se soulever contre ce pouvoir, parce que ce n'est qu'à ce prix qu'on peut sauver notre pays. Lorsque vous parlez de la révolution du fleuve, certainement les Congolais ou nos téléspectateurs se posent également la question de savoir c'est quoi exactement. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis là-dessus? Le terme révolution en politique suppose que lorsque un peuple a été opprimé à un tel point, le peuple est obligé de se soulever contre le pouvoir qui le tyrannise. Le peuple ne peut pas accepter des épis-solutions comme ça. On vient distribuer le sac de riz par-ci, on vient distribuer le sac de riz par-là. Mais le gros travail que nous avons à faire, c'est déjà de faire entrer dans les têtes des Congolais que la cause de tous ces problèmes, c'est Denis Sassou Nguesso. Or, aujourd'hui encore, chez certains, peut-être pas tous, Denis Sassou Nguesso apparaît comme la solution aux problèmes des Congolais. Donc, peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés, mais on y travaille pour que les Congolais comprennent que la cause du problème, ce n'est pas
les petits poissons qu'on peut trouver dans les quartiers, même s'ils sont les relais. Et donc, il faut aussi convaincre ces gens d'arrêter d'être les relais du pouvoir. Mais la cause, c'est surtout le pouvoir central, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui sont au plus proche de lui. Et le jour où les Congolais comprendront que c'est vraiment lui le vrai problème et qu'on ne peut pas s'appuyer. Parce qu'en règle générale, qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? Le mécontentement général, la crise, l'inflation, les pénuries, pas d'eau, pas d'électricité, tout ça doit être caporalisé par les syndicats et les partis politiques qui en font des programmes politiques d'alternance au pouvoir. Or, ce mécanisme qu'on peut appeler de sociologie politique ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que toute la machine est verrouillée par la corruption, par les emprisonnements, par la brutalité. Et le seul qui est capable de briser tout ça, c'est le peuple. Et c'est pour cela que nous faisons cet effort d'éducation politique pour que les Congolais comprennent que c'est le peuple congolais qui a la solution. Ce ne sont pas les partis politiques. Ça, c'est très faux. On a bien vu. Quand ils vont en concertation avec le PCT, après le PCT et le pouvoir font ce qu'ils veulent, personne ne parle, personne ne boude. Merci, Monsieur Didier Monivolo, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps. Je rappelle, vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux. N'oubliez surtout pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. C'est ainsi que vous allez contribuer, bien sûr, au succès de votre média libre et indépendant, TELER TV. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Donc, vous savez que TELER TV est un média libre et indépendant. Et donc, pour garantir cette liberté, cette indépendance, vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.